Bonjour et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Le réveil de la diplomatie algérienne en Afrique. Le pays veut renouer avec le continent après 2 décennies de diplomatie tournée vers l'Europe et les États-Unis. À suivre également dans ce journal, focus sur le secteur agricole du Kenya. Face au bouleversement climatique, des agriculteurs réorientent leur culture en se tournant vers le sorgho ou encore le manioc peu gourmand en eau. Le système de santé du Sénégal est au bord de la saturation en raison de l'aggravation de la situation sanitaire. De quelques dizaines de contaminations par jour, le pays compte désormais quotidiennement jusqu'à 1700 cas de Covid-19. Ibrahim Zakzari, leader de la minorité chiite du Nigeria, inculpé pour terrorisme et trahison, une décision qui intervient quelques jours après la libération le 28 juillet du fondateur du mouvement islamique du Nigeria, détenu avec son épouse Zina Ibrahim depuis décembre 2015. Tous deux étaient accusés de meurtre d'un soldat lors d'une procession religieuse en décembre 2015. Sa détention était régulièrement dénoncée par l'ONG Amnesty International. Avec ces nouvelles accusations, Ibrahim Zakzari risque désormais la réclusion à perpétuité, voire même la peine capitale. Depuis l'élection du président Abdelmadjid Tebboune en décembre 2019, l'Algérie tente d'amorcer son retour sur la scène continentale. Il s'agit de combler un retard de 20 ans, redonner de la voix à l'Algérie, redynamiser et redéployer un appareil diplomatique sont autant de missions pour le chef de la diplomatie algérienne, Nathalie Moore. Il vient de boucler une visite officielle en Égypte. Le ministre des Affaires étrangères, Lamamra Ramtan, à pied d'œuvre pour dynamiser la diplomatie algérienne. Le membre du gouvernement a préalablement effectué des séjours officiels en Tunisie, en Éthiopie et au Soudan. Le chef de la diplomatie algérienne veut donner un nouveau souffle aux relations bilatérales entre son pays et ses partenaires africains, notamment dans le cadre de la gestion des crises et des conflits sur le continent. L'Algérie a une véritable ingénierie en termes de résolution des crises. L'Algérie a utilisé des diplomates de haut rang comme Lakhdar Brahimi, comme Chergui, qui était à la commission paix et sécurité de l'Union africaine. Mais l'Algérie veut en tout cas être présente, elle veut tisser des liens. Le ministre Lamamra Ramtan a également pour objectif de corriger le manque d'agressivité en matière de diplomatie économique de l'Algérie. Le pays a pour défi de tisser des liens étroits, jeter les ponts d'une coopération économique véritable et encourager l'accès de la production et du capital algérien sur les marchés africains. L'Algérie aujourd'hui semble décider à l'ère de Tebboune de ne pas négliger le volet africain mais cette politique se fera au fur et à mesure puisque ce retard ne peut pas se rattraper très très vite, mais il faut cette africanisation, si je puis dire, va se faire au fil du temps. Le redéploiement de la diplomatie algérienne en Afrique intervient avec la récente nomination de Lamamra Ramtan aux affaires étrangères dans le pays. Le chef de la diplomatie de l'Algérie a derrière lui une longue carrière et de nombreuses médiations de règlement de conflits sur le continent. Il a été à 2 reprises commissaire pour la paix de l'Union africaine. Le bilan de l'attaque continue de s'alourdir au Niger, où les autorités font désormais état de 19 personnes tuées le 31 juillet après une attaque terroriste perpétrée dans le département de Torodi, au sud-ouest du Niger. Il s'agit de 18 soldats de la force de défense et de sécurité et un civil. Suite à cette nouvelle attaque lancée contre les forces de sécurité qui étaient en mission de ravitaillement, ils avaient dans un premier temps été pris dans une embuscade. Les militaires sont ensuite tombés sur un engin explosif improvisé. Malgré le cessez-le-feu et un accord de partage du pouvoir mis en place en février 2020, les populations du Soudan du Sud sont toujours en proie aux violences et à l'instabilité. Victimes de plusieurs années de conflit, les Sud-Soudanais exigent à présent la stabilité et des perspectives d'avenir. Nathalie Moore.
Au Soudan du Sud, la société civile en a assez. Nous invitons tous les citoyens du Soudan du Sud à se joindre par milliers à la coalition. Nous en avons assez de la guerre, assez de corruption, assez d'insécurité, assez de difficultés économiques, assez de négligence publique et d'échec du leadership. La Coalition populaire pour l'action civile, PCCA du Soudan du Sud, a lancé le mouvement We've Had Enough, traduit en français « Nous en avons assez », une initiative qui appelle le gouvernement à l'action pour le changement 10 ans après l'indépendance du pays. Le représentant du PCCA, Rajab Mohandis, estime que le pays souffre d'une crise politique insoluble. Dans la construction de la nation sud-soudanaise, l'accent a surtout été mis sur les aspects techniques, l'instauration des institutions, la législation, la création de l'armée-nation, mais nous avons oublié que la construction technique de la nation doit être guidée par une vision politique. La société civile sud-soudanaise a peur que le pays sombre de nouveau dans la guerre. Ses membres projettent un possible effondrement de l'accord de paix de 2018 signé entre le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar. En effet, la paix reste fragile au Soudan du Sud et de nombreuses zones du pays restent confrontées à des violences de tout type. Je pense que cet accord de paix prévoit un programme de réforme très ambitieux, mais le gouvernement de transition est-il disposé à mettre en œuvre ces réformes ou tient-il uniquement à sa suivi en attendant la prochaine transition qui pourrait se conclure soit par des élections, soit par d'autres troubles? C'est la première fois qu'un mouvement de cette envergure est lancé au Soudan du Sud. Même s'il existe des craintes de répression de la mobilisation des citoyens, le 31 juillet 2021, le PCCA a publié une déclaration de 12 pages qui détaille les domaines prioritaires à prendre en compte pour un changement véritable. Il s'agit du recours à l'éducation, de l'indigénisation des institutions religieuses, la nationalisation des rites de passage traditionnels et la promotion de la culture. Au Kenya, les agriculteurs abandonnent certaines cultures pour le manioc afin de faire face à la sécheresse. Les paysans redécouvrent ainsi des cultures comme le manioc, moins consommateur d'eau que le maïs. Le manioc nécessite aussi beaucoup moins de pesticides. Nathalie Mo. Le Kenya a identifié la culture du manioc comme une alternative pour assurer la sécurité alimentaire des populations. Le pays est confronté à la baisse de la production de ces cultures de base, le riz et le maïs, en raison des effets du changement climatique. Selon des experts, le choix porté sur le manioc s'explique par le fait qu'il soit résistant à la sécheresse. C'est une plante résiliente aux effets du changement climatique. C'est une plante à très haute valeur ajoutée. À partir de la tubercule du manioc, nous pouvons obtenir la farine de manioc, le tapioca, la tsiéké, l'amidon, les bâtons de manioc, la liqueur, la colle. Les feuilles du manioc sont utilisées en cuisson et aussi comme des médicaments. Le manioc a jusqu'ici été marginalisé par le Kenya en raison notamment de pathologies qui atteignent la culture, à l'instar de la mosaïque du manioc. Pour faire face à cette difficulté, le pays mise sur le manioc génétiquement modifié, reconnu plus productif et résistant aux maladies. Le manioc est facile techniquement et financièrement à cultiver et à entretenir. Le choix porté sur la variété OGM du manioc par le Kenya vise beaucoup plus à combattre la maladie des stries brunes du manioc. Il s'agit d'une pathologie virale considérée comme l'une des plus importantes menaces à la filière manioc du Kenya. L'utilisation de cette variété reste encore au stade expérimental. Elle n'a pas encore été vulgarisée auprès des paysans. Le gouvernement kényan a l'ambition de donner une place importante à la transformation du manioc. Le pays a élaboré une stratégie nationale pour l'exploitation des racines et tubercules de la plante. L'objectif pour le Kenya est d'augmenter la production de manioc afin de réduire le déficit de maïs de 14,7 millions de sacs d'ici 2024.
Le variant Delta est responsable de 6 cas sur 10 de Covid-19 ces derniers jours au Sénégal, où la situation sanitaire devient de plus en plus critique, avec une saturation des hôpitaux en raison de l'ampleur de la troisième vague. Solène Duplessis. Au Sénégal, la troisième vague de Covid-19 submerge les hôpitaux du pays. L'afflux de patients dans les structures de soins fait craindre un risque de saturation. Le pays, jusque-là relativement épargné par la pandémie, enregistre depuis le début de la crise plus de 50 000 contaminations pour plus de 1200 décès. Des cas en hausse depuis l'arrivée du variant Delta. Jeudi 29 juillet, près de 900 nouveaux cas ont été annoncés. Nous n'avons jamais vu ça. Nous n'avons jamais vu de patients, surtout des jeunes, arriver en détresse respiratoire. Nous avons des cas graves, nous avons eu des morts durant les 2 premières vagues, mais le nombre de décès et de cas graves que nous avons maintenant, nous ne l'avons jamais eu auparavant. Cette troisième vague nous menace sérieusement. Une hausse des contaminations. Pourtant, depuis le début de la pandémie, le pays est confronté à un manque de lits en réanimation et d'équipements. Une carence qui menace la prise en charge des patients par le personnel de santé, débordé par l'arrivée de malades de plus en plus jeunes. Tout le monde est ici. Nous nous démenons parce qu'avant, nous avions l'habitude de penser que la maladie touchait les plus vieux. Mais maintenant, nous avons des enfants de 13 ans qui tombent malades. De jeunes patients qui ont la vingtaine meurent. La campagne de vaccination devrait s'accélérer. D'environ 3 000 par jour, le nombre de doses administrées est passé à 38 000 le mercredi 28 juillet grâce à la livraison de vaccins Sinopharm et Johnson & Johnson. Le pays compte jusqu'à présent un peu plus de 700 000 personnes vaccinées. La déception de l'Ivoirienne Marie-Josée Talou samedi dernier après sa 4e place à la finale du 100 mètres des Jeux Olympiques de Tokyo. Celle qui rêvait de devenir cette année la première sprinteuse ivoirienne à remporter une médaille reste néanmoins en lice pour le 200 mètres. Mildred Yamou. 5 ans après avoir terminé au pied du podium sur 100 mètres et sur 200 mètres aux Jeux de Rio, l'athlète ivoirienne Marie-Josée Talou sort encore 4e en finale du 100 mètres aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. La triple médaillée aux mondiaux reste cependant en course pour les 200 mètres qui débutent ce 2 août 2021. Vraiment, ce sera difficile pour Marie-Josée. Vraiment, on l'a compris. On l'attendait plus dans ce 100 mètres. Mais la 4e place, c'est la place la plus frustrante parce que là, c'est la médaille de chocolat. Comme on dit souvent dans le langage sportif, il n'y aura rien pour Marie-Josée au 100 mètres. Le 200 mètres derrière, vraiment, moi, j'ai l'impression que ce sera un peu plus compliqué parce que la concurrence jamaïcaine et américaine sera un peu plus rude. Mais on croise les doigts, on espère qu'elle va réussir ce virage et surtout avoir un très bon départ pour peut-être avoir un finish facile et arracher ne serait-ce qu'une médaille de bronze ou même d'argent si l'or est un peu plus compliqué. Cette performance donne espoir aux Africains après la défaite des équipes ivoiriennes et égyptiennes en quart de finale de football le 31 juillet 2021. Après prolongation, la Côte d'Ivoire s'est inclinée 5-2 contre l'Espagne. Une grosse déception pour les Ivoiriens alors que l'équipe obtenait une qualification historique pour le dernier carré du tournoi olympique de football. L'Égypte s'est pour sa part inclinée 1-0 face au Brésil, champion olympique en titre. Je pense très humblement que le coronavirus n'a vraiment pas aidé les athlètes africains dans l'ensemble. Les 1 an causés par le report ont tétanisé pour la plupart la préparation de ces Jeux Olympiques. On n'a qu'à voir la prestation des athlètes camerounais, par exemple, presque tous battus d'entrée, notamment la grosse chance de médaille du côté du judo et Vanessa Mbala Tangana, battue dès son premier combat. C'est la preuve que les athlètes africains sont un peu arrivés masqués. On le voit au tableau des résultats, vraiment, c'est famelique. Pour l'instant, on est très loin des performances de 2008 avec le record de Françoise Mbango ou même les performances de 2004 ou 2000 avec la médaille d'or du Cameroun au foot. Jusqu'ici, les performances africaines à Tokyo sont inférieures à celles espérées après les 45 médailles raflées lors de l'édition de Rio. L'Afrique affiche à son compteur seulement 11 médailles en date du 1er août 2021. Rappelons que les Jeux Olympiques de Tokyo se terminent le 8 août 2021. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa.